Chers amis, quelques mots simplement pour vous souhaiter évidemment une très bonne année à chacune et chacun d'entre vous, et à toutes et à tous la bienvenue. La bienvenue avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'accompagne. Je me réjouis, chers par ordre alphabétique, Jean-Raymond, Jocelyne, Laure et Vincent. Jean-Raymond, Jocelyne, Laure, Vincent. Des prénoms. Par ordre alphabétique des prénoms, parce qu'on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms en général. Donc merci à tous les quatre d'avoir choisi Brétigny pour vos premiers vœux communs. Peut-être est-ce simplement par amitié pour l'équipe municipale de Brétigny, mais je crois surtout que c'est la position singulière que Brétigny occupe dans notre département, à la limite entre ville et campagne. Cela marque sans doute votre attachement à l'ensemble de notre territoire départemental. C'est sans doute aussi grâce au magnifique travail décidé par Jean de Boishue qui fait que nous nous réjouissons une nouvelle fois de vous accueillir dans cette salle Maisonneuve que nombre d'entre vous connaissent bien. Simplement, nous en sommes heureux. Alors on s'en réjouit pour 3 raisons. Je vais être très bref. La première, c'est que vous avez rassemblé tellement d'amis, tellement de gens sympas, tellement de gens qu'on aime, que ce soir, grâce à vous 4, Brétigny, c'est évidemment l'endroit où il faut être en Essonne. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là. La deuxième raison, c'est que chacun d'entre vous 4, avec chacun avec sa personnalité, sa sensibilité, chacun d'entre vous porte une voix responsable au Sénat. Chacun d'entre vous privilégie la raison et l'argumentation plutôt que l'invective et la radicalité. Et de la période actuelle, je crois que nous en avions bien besoin. Merci à vous 4 d'être qui vous êtes. Et la troisième raison, c'est que votre réunion commune ce soir est à l'image du nécessaire rassemblement auquel nous devons tous travailler pour les prochaines échéances, Vous montrez l'exemple ce soir. Donc, cher Jean-Raymond, cher Jocelyne, cher Laure et cher Vincent, merci pour ce que vous faites. Merci de nous rassembler ce soir. Merci à tous. Merci Nicolas de nous accueillir. Et en effet, Brétigny est une magnifique ville, c'est aussi l'épicentre de notre département. Et je le dis à mes amis de la 5e, ça paraît loin, mais c'est très près, même pour nos amis du Sud-Essonne, de pouvoir être au milieu. Je suis très émue ce soir parce que cette réunion, pour moi, je l'appelais de mes voeux depuis très longtemps. Il y a le temps des campagnes et il y a le temps ensuite de notre mandat. Et très honnêtement, il n'y a pas un papier à cigarette entre nous, dans nos convictions politiques au Sénat, dans notre façon de vous servir. On est très complémentaires, en plus on n'est pas forcément dans les mêmes commissions, bon à part les 2 garçons qui sont dans la même, mais on est, et je parle des garçons, c'est très affectueux, mais on a chacun notre spécificité, avec juste, je crois, et comme l'a dit Nicolas, et on n'a que des amis ce soir, l'envie de vous aider, de vous servir. On a eu un moment de réflexion avant Noël, de savoir si on maintiendrait ou pas cette cérémonie, parce que les temps sont à la morosité, aux restrictions budgétaires, et on se disait peut-être que ça sera mal interprété. En fait, on a finalement tous décidé de maintenir cette cérémonie, parce que je pense que c'était important de vous montrer que même dans ces moments difficiles, avec nos petits moyens, mais c'est surtout l'envie de vous retrouver et de vous dire à quel point on veut vous soutenir. Bien évidemment, on n'a pas une baguette magique et le Sénat n'a pas toujours le dernier mot. Peut-être que certains de mes collègues en parleront. On réentame le budget,
avec quand même petit pincement au cœur parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passera ensuite. Mais je crois que c'est aussi dans notre quotidien, dans nos combats, qu'on a pu faire avancer des petites choses, mais qui sont importantes pour vous. On a cité en 2024 que 2 choses qui me tiennent à cœur. Le statut des secrétaires, qu'on a revalorisé pour en faire quasiment des rangs DGS. Et je sais que c'est important parce que dans nombreuses communes, c'est compliqué de garder vos secrétaires de mairie. Et puis, le fait qu'on se soit battu pour que l'État reprenne à sa charge le temps méridien pour toutes les aides, les AESH ou AVS auprès de nos enfants handicapés, car ce n'était pas normal que ce soit aux communes, évidemment, de contracter des conventions financières pour pouvoir permettre à des enfants d'avoir en permanence une aide à leur côté toute la journée. Ce sont des petites choses, mais qui font que dans votre quotidien, je sais que ça peut beaucoup vous améliorer en fait la situation de vos communes. Donc voilà, je voulais simplement moi parler avec le cœur et vous dire que je suis très émue et très heureuse d'être là. J'espère qu'en effet, ça n'est que les premières et qu'il y en aura d'autres. On sera là, à vos côtés, notamment l'année prochaine pour les élections municipales et pour toutes les autres échéances à venir. Et vous pouvez compter sur nous, chacun dans nos domaines, et être à l'écoute à vos côtés. C'est pour ça que vous nous avez réélus il y a maintenant 1 an et demi. Très bonne année à vous tous et bonne santé. Mesdames et messieurs, les élus, mes chers collègues, chers amis, je veux dire mes chers collègues, puisque je suis encore conseillère municipale. C'est avec... Vous entendez? Et là, c'est mieux? Oui. C'est ça, je suis un peu grande. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Ah. Bon, c'est avec donc un grand plaisir que je vous retrouve pour cette soirée des sénateurs réunis dans cette belle salle mise à notre disposition par Monsieur le maire, que je remercie chaleureusement. Cher Nicolas, ton accueil reflète une fois encore l'esprit de partage et de convivialité qui t'anime. Tu sais combien je t'apprécie, ainsi que toute ton équipe. Un grand merci pour cette belle opportunité de nous retrouver. Permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser à toutes et à tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2025. À vous, à vos familles, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers, que cette année soit synonyme de santé, oui, je sais de quoi je parle, et comment dire, de réussite et surtout de moments heureux partagés avec ceux qui comptent le plus pour vous. Nous voici donc réunis pour partager un moment de convivialité et je tiens à le dire d'ores et déjà, ce soir, pas question de morosité. Je vais vous parler d'optimisme, de projet et surtout d'espoir. Depuis des décennies, on nous prédit chaque année des lendemains qui déchantent. Souvenons-nous de Georges Pompidou à Emmanuel Macron. Chaque président nous a toujours adressé ses vœux en nous prévenant que l'année à venir serait difficile. Bon, là, ils n'ont pas tout à fait tort. Et pourtant, nous nous en sommes toujours sortis, nous sommes toujours là, toujours vivants, toujours debout, comme dirait Renaud. Quoique Renaud n'est pas toujours debout. Hein. Mais bon, avant de nous tourner définitivement vers 2025, rappelons-nous du positif de 2024. Et quel plus bel exemple de réussite que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Qui n'a pas vibré devant les exploits de nos athlètes tricolores, qui n'a pas ressenti cette fierté, cette émotion partagée, en voyant notre pays briller sur la scène internationale? Ces Jeux ont été bien plus qu'une compétition sportive. Ils ont réinventé le temps de quelques semaines de vivre ensemble. C'est ce qu'on vient de parler à l'instant, et ce que tu viens de dire, Laure. Ils ont dessiné le portrait de personnes handicapées au rendez-vous des plus grands exploits sportifs qui nous ont tous impressionnés et nous ont fait rêver. Ils ont su redonner un souffle d'inspiration pour nos jeunes et peut-être même qu'ils ont encouragé certains d'entre nous à retrouver le chemin de nos associations sportives locales, surtout après tous ces vœux. Bon, je crois qu'il va falloir. Mais ne faisons pas l'autruche trop longtemps non plus. Il paraît que le contexte est plus et pour le moins tumultueux. Je ne m'étendrai pas sur la situation internationale, chacun la connaît, chacun connaît ses répercussions pour notre pays, et je vous avais promis de ne pas verser dans la morosité, donc je vais essayer de tenir cet engagement. Sur le plan national, la situation est néanmoins tout autant préoccupante. La France traverse une instabilité politique que notre 5e République n'aurait jamais imaginé connaître. 4 premiers ministres en 1 an, une dissolution de l'Assemblée nationale, une motion de censure adoptée. Et à ce jour, aucun budget voté pour 2025. Nous passons donc une nouvelle fois nos nuits et nos week-ends
à examiner des textes budgétaires dans la continuité des travaux initiés à l'automne. Avec un peu de recul, toutes ces péripéties auront servi d'une part à satisfaire des calculs politiques de certains et d'autre part à aggraver encore plus une situation budgétaire déjà très fragile. Or, nos niveaux de déficit et d'endettement qui s'annoncent de moins en moins soutenables, mais ça je laisse, comme dirait Laure, aux deux garçons d'en parler, ont et auront de lourdes répercussions pour nos collectivités. Je vous rassure une nouvelle fois, nous ne sommes pas là pour distribuer des boîtes de mouchoirs, sauf pour ceux qui ont la grippe et qui sont au fond de leur lit. Je les embrasse, bien évidemment. Alors j'en ai définitivement terminé avec cet élan de négativité. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est dans cet esprit qu'au Sénat, nous avons travaillé d'arrache-pied pour limiter l'impact des coupes budgétaires sur les collectivités. Même si tout le monde devra faire des efforts, nous avons obtenu un compromis qui me semble désormais raisonnable, à hauteur de 2,2 milliards d'euros de contribution des collectivités territoriales contre les 5 milliards initialement prévus. Parce que l'instabilité ne rime pas avec immobilisme, nous ne sommes pas restés les bras croisés pendant cette année de flottement et nous avons continué de travailler chacun d'entre nous sur nos différents sujets de prédilection. 2024, en effet, était l'année de l'adoption de ma 3e loi, une loi qui me tient particulièrement à cœur, celle sur les troubles du neurodéveloppement. C'est un texte qui vise à améliorer le repérage précoce et l'accompagnement des enfants concernés, tout en offrant un meilleur soutien aux proches aidants. C'est une grande réjouissance à titre personnel, mais aussi et surtout pour tous les jeunes porteurs de TND et leurs familles, parce que personne ne devrait jamais se sentir seul face à ces défis. Nous célébrerons cette année les 20 ans de la loi du 11 février 2005. Je suis désolée, je ne voulais pas passer outre, vous en parler. Texte fondateur pour les personnes en situation de handicap, porté sous l'impulsion du président Chirac. Cette loi avait permis des avancées majeures, l'accessibilité universelle, le droit à compensation, à une meilleure inclusion scolaire, et oui, déjà. Mais il reste tant à faire. Près de la moitié des établissements recevant du public ne sont toujours pas accessibles, les AESH souffrent encore de précarité et d'un manque de reconnaissance. Beaucoup d'associations et d'institutions, à commencer par notre groupe d'études handicap au Sénat, dont fait partie aussi Laure, organiseront des événements qui seront l'occasion de dresser ce bilan et de nous encourager à rester vigilants pour concrétiser les promesses de cette loi historique. Je prendrai toute ma part au travers des différents colloques auxquels je continuerai de participer. L'année 2025 ne manquera pas de chantiers ambitieux. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai déposé la semaine dernière ma 5e proposition de loi qui allie mes 2 sujets de cœur, le handicap et le monde combattant. Ce texte prévoit en effet de reconnaître les chiens d'assistance pour les militaires en état de stress post-traumatique, au même titre que les chiens guides d'aveugles. Ces chiens, tous issus de refuges comme la SPA, jouent un rôle essentiel dans la reconstruction psychologique et sociale de nos combattants les plus traumatisés. Je te rassure, cher Vincent, ça ne coûtera à rien. Parce que c'est déjà en place. Donc je te rassure tout de suite. Par ailleurs, au titre de ma présidence du groupe d'études monde combattant et mémoire, je tiens à saluer une autre avancée que j'ai obtenue dans le budget 2027, celle de la revalorisation de l'allocation de reconnaissance du combattant. Un dernier mot rapide sur mon 3e sujet de cœur, l'outre-mer. Nos territoires ultramarins n'ont pas été épargnés par cette année, vous en êtes tous au courant, que ce soit le cyclone à Mayotte, les émeutes en Nouvelle-Calédonie, l'inflation aux Antilles qui se poursuit, et particulièrement en Martinique, alors même que les prix y sont bien plus élevés qu'en métropole. À ce sujet, j'ai été nommé rapporteur d'une mission d'information sur la lutte contre la vie chère en Outre-mer qui continue ses travaux en ce début de l'année 2025. On se demande bien pourquoi. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, nous entrons dans une année charnière, non seulement l'année du quart du siècle, mais aussi une année de tous les risques et de toutes les opportunités. Sur le plan local, je sais que cette année s'annonce également particulièrement. 5 années sont passées, 5 années de projet, 5 années de travail, 5 années d'écoute. La suite va commencer à s'écrire dès maintenant pour nombre d'entre vous. Regardons le chemin parcouru et surtout, réjouissons-nous de ce qu'il reste à accomplir. Alors, bien que le chemin paraisse semé d'embûches, je formule le vœu que nous gardions collectivement espoir en cette année 2025, car comme le disait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est jamais. Encore une fois, une très belle année à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci à nos collaborateurs de nous accompagner dans tous les défis, parce qu'ils sont quand même très présents, très proches de nous.
Merci au traiteur, que je connais bien, de sa présence. J'en profite pour lui souhaiter une belle et heureuse année. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis particulièrement ému et heureux de vous voir aussi nombreux ici ce soir et d'avoir répondu à notre invitation, entouré de mes collègues, au cœur géographique de notre beau département, à Brétigny, capitale du football amateur de la région Île-de-France. Effectivement, Jocelyne, tu l'as dit, et je tiens à les remercier tout de suite. Je voudrais remercier nos collaborateurs respectifs qui ne ménagent pas leur peine, que vous connaissez toutes et tous. Et qui sont en lien permanent avec vous parce que, bien évidemment, la tâche d'un parlementaire et d'un sénateur, c'est quelque chose à la fois de chronophage et d'important. Alors, c'est une grande responsabilité que nous confère l'article 24, c'est un très joli chiffre le 24, l'article 24 de la Constitution, en confiant aux sénateurs la responsabilité de la représentation des collectivités territoriales de la République. C'est d'autant plus une grande responsabilité que depuis trop longtemps maintenant, le fossé se creuse dangereusement entre le niveau national et le niveau local, entre Paris et le reste du pays, et si j'osais, entre le faubourg Saint-Honoré et ce soir Brétigny, où tant d'élus sont représentés. Au niveau national, on a tous bien perçu, bien compris et bien intégré que nous sommes parvenus à la fin d'un cycle. Et depuis 1958, jamais la Ve République n'avait connu une telle chienlit. La France est désormais profondément fracturée, fragmentée en 3 blocs quasiment égaux en valeur numérique. Ils ne sont à peu près d'accord sur rien, mais voilà, aucun d'eux n'a la majorité absolue. Et c'est bien là qu'est le hic. Le pays se trouve donc à l'arrêt, au moment même où il devrait être totalement en mouvement. Et j'ai ce mot d'esprit du génial Edgar Faure qui me revient bien évidemment en mémoire. Voilà que l'immobilisme s'avance et on ne sait pas comment l'arrêter. On en est là. Alors, face à cette situation, il y a ceux qui pensent que tout serait lié à des causes extérieures, des facteurs exogènes, comme on dit. Des complotistes malfaisants, des ingérences étrangères, j'en passe, et des meilleurs. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça le cœur du problème. Pour ma part, même si ça existe, pour ma part, j'ai l'intime conviction que notre démocratie se détruit de l'intérieur. Et c'est précisément ce qui est le plus préoccupant, chers amis. Depuis trop longtemps maintenant, nous nous sommes laissés aller collectivement à la facilité, avouons-le. Qu'il s'agisse de notre dette abyssale, de notre déficit endémique, du respect de l'autorité, de l'éducation, de notre façon de considérer le travail et l'écologie, pour ne citer que ces exemples, nous avons sombré dans le laisser-aller. Depuis trop longtemps maintenant, nous nous sommes aveuglément et désespérément accrochés à notre exception française, croyant encore que nous étions le centre du monde. Celle-ci a effectivement eu son heure de gloire, l'exception française, mais dans des circonstances bien particulières d'après-guerre et grâce à l'engagement massif de la nation. La réussite n'y était pas encore considérée comme suspecte. La création de richesses n'était pas un tabou. Et les dirigeants d'alors étaient à la hauteur de la situation.
Aujourd'hui, cette fameuse exception française, avec son temps de travail en dessous de la moyenne de l'OCDE et son édredon social devenu écrasant, n'est plus qu'un déni des difficultés que nous devons affronter ici et maintenant. Et ces défis sont majeurs, qu'ils soient économiques et financiers, qu'il s'agisse de sécurité, d'immigration, de démographie et de politique familiale, c'est pas un gros mot, ou bien encore d'écologie et d'environnement. C'est au moment même où tout devrait nous inciter à nous unir pour agir, comme on le fait ce soir, que notre pays s'enfonce dans la crise, l'instabilité et la division. Alors, chers amis, au niveau local, pouvez-vous me dire quel maire pourrait sérieusement envisager de changer en une année 4 fois de premier adjoint, comme ça vient d'être le cas au plus haut niveau du gouvernement? Quel maire pourrait prévoir ça? Quel maire pourrait accepter de ne pas avoir son budget voté alors qu'en dépend la vie sociale de ses concitoyens et l'épanouissement, parce que sans vote de budget, pas d'investissement et pas d'épanouissement. C'est pourtant ce que nous vivons au niveau national. Évidemment, au niveau local, nous subissons les répercussions de l'irresponsabilité de ceux qui ont fait de leur seule ambition personnelle le cap à suivre. Je prends un exemple tout simple. Nous sommes en train de reprendre l'examen du budget, qui terminera, je le dis, pas comme tout le monde croit, par des examens à l'Assemblée, non, par des CMP, commission mixte paritaire. C'est là que ça va se régler entre 7 sénateurs, 7 députés. Tout le monde n'avait pas en tête. Vendredi, au Sénat, un collègue, que je ne citerai pas, d'opposition, sort une diatribe en disant « Oui, ça sera revu à l'Assemblée ». Non, ça ne sera pas revu à l'Assemblée. C'est le Sénat qui écrit le budget pour l'exercice 2025. Et vous me demandez vos dossiers de DETR. La préfecture vous envoie les dossiers, on remplit des dossiers. Il faut faire du papier, la DETR, la DECIL et autres. Voilà. Sauf que tant qu'il n'y a pas de budget, on peut toujours remplir des dossiers, il n'y a pas d'argent affecté. Et on ne sait pas aujourd'hui jusqu'à quel niveau cette somme sera affectée. Alors, heureusement, soyons certains que cette triste comédie ne pourra pas durer bien longtemps. La chose dont nous avons peur, je pense que je ne vais pas déflorer le sujet, Vincent, mais nous sommes à la commission des finances tous les deux, la censure à l'Assemblée nationale est prévue par la Constitution, elle a eu lieu, voilà, point à la ligne. Ce dont on a peur, c'est la censure des marchés, chers amis. Parce que celle-ci, elle ne sera pas dans l'Assemblée, mais elle aura un impact sur le budget de l'État qui sera catastrophique. Et je ne le souhaite pas, bien évidemment. Alors au moment même où nous avons besoin, et tant besoin de nous rassembler, comme nous le faisons ici ce soir, c'est un signe fort, alors qu'il nous faudra collectivement et individuellement faire preuve d'audace et de courage pour continuer de prendre les décisions qui s'imposent, je veux vous assurer de notre engagement sans faille à vos côtés. Pas pour vous servir, je ne vais pas vous amener le petit déjeuner au lit, pour être à vos côtés, représenter les territoires et faire que ce pays qui perd la tête reste debout et qu'on ait compris que les 2 piliers principaux de cette démocratie, ce sont nos communes et nos départements. Et je forme, bien évidemment, pour vous toutes, vous tous, vos familles, vos proches, pour ceux qui souffrent aussi, la plus belle année 2025 qui soit. En tout cas, croyez-moi, nous sommes remontés. Merci de votre attention. Chers amis, quel plaisir de vous voir tous rassemblés ici. Merci beaucoup pour votre présence. Un grand merci à Nicolas Méhari et à toute son équipe de nous accueillir encore aujourd'hui dans cette belle salle de la Maison Neuve. Vous pouvez applaudir bien fort. C'est ça, Nicolas Méhari. C'est pas la Maison Neuve, c'est à Nicolas Méhari.
Je voudrais remercier, comme l'a fait Jean-Raymond, nos collaborateurs, ceux qui ont préparé cette soirée. Merci à vous tous, merci qui nous accompagnez tout au long de l'année. Je me réjouis de cette grande première. Nous sommes 4 sénateurs rassemblés. Dans cette période troublée, nous démontrons notre capacité à nous unir et à nous rassembler autour de l'essentiel. Je crois que c'est important. Alors on s'est réparti le temps de parole. Personne ne l'a dit, mais c'était 7 minutes. Alors, les filles ont été assez rapides. Jean-Raymond, je pense qu'il a utilisé ces 7 minutes. Moi, j'en sais rien, je vais voir. Hein. Je vais essayer. Parce que je trouve que c'est court pour tourner la page de 2024 et ouvrir celle de 2025. Mais nous tenons à prendre le temps d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous ensuite lors du plan. 2024 a été une année difficile, marquée notamment par une dissolution totalement ratée. Mais elle a aussi démontré que la France était capable de grands accomplissements. La résurrection de Notre-Dame et les Jeux Olympiques en sont la preuve éclatante. C'est des succès planétaires. À l'aube de 2025, les pronostics sont plutôt pessimistes. Oui, l'année s'annonce encore difficile. Mais si nous travaillons ensemble dans la bonne direction, elle peut aussi nous réserver de belles surprises. Quand on s'attend au pire, c'est parfois le meilleur qui arrive. Aujourd'hui, notre pays semble bloqué, entravé par des normes excessives, ralenti par une bureaucratie pesante et fragilisé par une gestion politique inconséquente au niveau national. Pour 2025 et les années à venir, je souhaite formuler 7 souhaits. 7 minutes, 7 souhaits. On va essayer de tenir. Tout d'abord, je souhaite que le rassemblement et l'unité soient nos mots d'ordre pour défendre l'Essonne et notre pays. À l'image de ce moment que nous partageons ce soir, l'intérêt général doit toujours primer sur les intérêts particuliers. Je souhaite que nous réussissions à adopter un budget, on y vient, qui amorce le redressement indispensable de nos finances publiques. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas certains d'avoir un budget cette année. Et si nous en avons un, je ne suis pas sûr qu'il nous permette de rassurer nos partenaires et ceux qui s'intéressent à notre situation financière. J'ai bien peur que nous ayons, une fois encore, bien plus d'augmentation d'impôts que de diminution de dépenses. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. La réduction des dépenses publiques et la diminution de la dette doivent être des priorités absolues. Nous n'avons pas le droit de faire porter à nos enfants et petits-enfants le poids de notre laxisme. La dette nous rend esclaves de nos créanciers. À ce titre, nous devrions imaginer la création d'un parti de l'équilibre, on pourrait être tous les quatre dans le parti de l'équilibre, pour sensibiliser et démocratiser cette question essentielle. J'ai plein d'idées pour faire des économies et je suis sûr que vous en avez aussi. En s'y mettant tous ensemble, je suis sûr que nous trouverions des gisements d'économies importants, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Un seul exemple, je citerai. Réduisons les dépenses protocolaires de l'État. Simple et efficace. Réception, déplacement, communication, divisons tout par deux. Un buffet à chaque déplacement ministériel n'est ni indispensable ni justifiable. Nous devons également chercher des ressources partout, comme je l'ai fait pendant des années sur la gestion des autoroutes. Chaque effort compte, chaque euro économisé nous rapproche d'une gestion plus juste et plus responsable de nos finances publiques. Pour mon troisième souhait, je souhaite que 2025 soit l'année de la débureaucratisation. Il est temps de réduire les normes, les contraintes et les structures qui alourdissent notre pays. Supprimer les lois anciennes inutiles, comme j'ai commencé à le faire avec les 3 lois Balai. Faire le tri dans les agences de l'État. La CNSA, les PARECA et tant d'autres acronymes ne survivent bien souvent qu'en créant de nouvelles normes pour justifier leur existence. Nous devons fusionner ces agences qui, par dizaines, doublonnent leur mission sans apporter de réelle valeur ajoutée. Les agences restantes doivent être gérées par des élus. J'insiste là-dessus, seuls légitimes pour prendre des décisions. Il est également nécessaire de repenser nos structures administratives. Là, je vais peut-être faire des surprises.
Mais les intercommunalités, dernier échelon créé, et à l'origine d'une grande partie de l'augmentation des dépenses locales, pas toutes, il y en a qui sont très bien gérées, il y en a qui sont surtout en Essonne. Mais donc ces intercommunalités pourraient être remplacées par des syndicats plus légers et bien moins coûteux. Ces syndicats seraient tout aussi efficaces pour gérer les politiques locales nécessitant une coordination intercommunale. Nous devons impérativement alléger le poids de l'administration dans notre quotidien. Une administration plus simple, plus agile et moins envahissante est essentielle pour libérer les énergies et redonner du souffle à notre pays. Je souhaite également que nous nous engagions résolument vers la réindustrialisation de notre pays, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est ainsi que nous pourrons renforcer notre indépendance tout en créant des emplois durables. La dernière crise nous a enseigné une leçon essentielle. Nous devons réduire notre dépendance aux autres. Pour cela, il est vital de disposer d'une énergie abordable et décarbonée. La relance de notre filière nucléaire est indispensable. C'est cette conviction qui m'a conduit à lancer la commission d'enquête sur l'électricité et à déposer une proposition de loi visant à réduire sa fiscalité. 5e souhait, ça approche de la fin. Je souhaite que la démocratie retrouve toute sa vigueur. Les maires et les élus municipaux que vous êtes doivent être libérés des contraintes excessives. Vous n'êtes pas des délégués de classe, mais des représentants de la cellule de base de notre démocratie. Ce rôle central doit être pleinement reconnu et consacré. Ça suffit d'être montré du doigt alors que nos budgets sont à l'équilibre. Ça suffit de demander des efforts colossaux aux collectivités pendant que l'État, pourtant responsable de notre situation catastrophique, rechigne à faire des économies significatives. Avant de conclure, un souhait plus personnel. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de vivre des moments de bonheur et de joie, de jouir d'une bonne santé et d'avoir de nombreux projets à réaliser pour l'avenir. Les projets, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le dynamisme est contagieux, vous le savez très bien au niveau local. Enfin, 7e souhait, je souhaite que nous puissions par-dessus tout croire en nous. Nous en sommes capables et nous l'avons déjà démontré. Croire en nous, c'est aussi croire en l'avenir. Croire en nous, vous le savez au fond de votre cœur, c'est la raison de votre présence ici ce soir, c'est d'abord croire en notre aventure collective. Un grand merci à tous encore pour votre présence et une belle année 2025 à chacune et à chacun d'entre vous. La Marseillaise, nous allons chanter la Marseillaise. Il y a de la musique? C'est a cappella. On va laisser les filles commencer. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors le buffet est ouvert. C'est ce qu'on attendait. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici à Brétigny. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir 4 sénateurs dans votre ville?
Alors, ça nous rend très heureux d'accueillir Jean-Raymond, Jocelyne, Laure, Vincent par ordre alphabétique ce soir à Brétigny. Ça nous rend très heureux d'abord parce que grâce à eux, beaucoup d'amis, maires, conseillers municipaux, élus de toutes les Saunes sont rassemblés ce soir dans cette salle Maisonneuve qui a été réalisée par Jean de Boishue il y a maintenant près de 30 ans. Donc beaucoup d'amis sont rassemblés grâce à nos 4 sénateurs. Ensuite, ce sont 4 personnalités politiques qui chacune, avec sa sensibilité, avec sa personnalité, porte une voix raisonnable, une voix responsable au sein du Sénat, représente dignement notre territoire. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis, la troisième raison, c'est qu'en fait, leur rassemblement, le fait qu'ils soient tous les 4 ensemble ce soir, je crois que c'est à l'image de ce que nous devons porter ensemble pour les échéances à venir. Nous devons trouver des choses qui nous rassemblent, plutôt des choses qui nous divisent. Ils nous montrent l'exemple ce soir. On est tout simplement très heureux. Comment se porte la ville à Brétigny. Comment se porte la ville de Brétigny? La ville de Brétigny a eu un début d'année compliqué, mais ça ne nous empêche pas de regarder l'avenir avec enthousiasme, avec détermination. Et donc, à toutes celles et ceux qui nous regardent, tout simplement, tous mes meilleurs vœux, une très belle année 2025. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci beaucoup.